Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices, Valentin Franc avec vous. Pour ce point de marché, nous sommes le jeudi 22 février 2018. Aujourd'hui, le PIB du Royaume-Uni sera publié ainsi que les minutes de la BCE en début d'après-midi. Alors on va commencer tout de suite par l'avertissement égal sur les risques. Je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, bien le bonjour à vous Raymond, j'espère que vous allez bien, Lagdar, que je salue également. Euh, alors, on va commencer tout de suite par ce briefing de l'actualité. Les minutes de la Fed hier soir, qu'est-ce qu'ils ont révélé? Eh bien, il y a eu un ton plutôt positif de la part du Conseil des gouverneurs, hein, qui a reflété des bonnes perspectives économiques, citant une dynamique économique sous-jacente substantielle et également un ton plutôt optimiste quant à la réalisation de leur objectif d'inflation à 2%. En conclusion, suite à cette publication, eh bien, on a le S&P, le Dow Jones qui avant progressait de plus d'1%, au final, eh bien, à la suite de cette annonce, ils ont baissé. Le dollar a grimpé, ainsi que le rendement des obligations américaines. Le 10 ans s'approche des 3%, il est actuellement à 2,94. Donc voilà, et le 5 ans il est à 2,40 et quelques, il me semble. Je me souviens plus exactement, mais il est à un plus haut depuis décembre 2009. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, on a vraiment des rendements américains qui se tendent, hein. D'un côté, on a de plus en plus d'inquiétudes à part du financement de l'économie américaine avec le plan d'investissement de Donald Trump qui veut mettre en place 1500 milliards, je rappelle, l'augmentation du plafond de la dette américaine et, en plus de tout cela, la réforme fiscale américaine qui, eh bien, certes, devrait booster la croissance, c'est un peu dans une politique de reflation, mais il y aura beaucoup moins de recettes fiscales. Et donc, on a d'un côté des investisseurs étrangers qui sont de plus en plus sceptiques quant à la dette américaine et la Réserve fédérale qui est actuellement le plus gros acheteur, celui qui détient le plus d'obligations américaines, près de 30% me semble-t-il, eh bien, est dans une normalisation de sa politique monétaire et donc elle réduit de plus en plus son montant. Donc forcément, on a des taux qui grimpent très très vite. Ouais, et sinon pour cet après-midi, les minutes de la BCE, alors je vous rappelle que lors de les minutes, c'est simplement un compte rendu plus détaillé de ce qui s'est dit pendant le conseil des gouverneurs pendant la dernière réunion de la politique monétaire. Donc en l'occurrence, pour celle-ci, c'est le 24-25 janvier 2018. C'était la décision des taux, décision de la politique monétaire de la BCE. Et donc ce compte rendu, ce sera ni plus ni moins que le débriefing plus complet de ce qui s'est dit pendant entre ces gouverneurs. Ouais, et donc, je vous rappelle donc, lors de sa conférence en janvier, Draghi avait tenté de clarifier l'approche des gouverneurs pour discuter des possibilités de normalisation de la politique monétaire. Il n'était pas au quiche. Disons, il avait un ton concernant la politique monétaire dovish, mais des, euh, des perspectives économiques au quiche. Et même sur la situation actuelle qui était au quiche. Donc c'était un petit peu divisé. Et Draghi avait tenté de commencer à parler d'une possible d'un possible changement de ton ou de la politique monétaire, pardon, de communication de la politique monétaire de la BCE d'ici les prochains mois. C'est un petit peu ça ce dont nous attendons, c'est des détails là-dessus. Alors bonjour à vous Pierre-Yves, bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. Au niveau donc d'hier, comme vous pouvez le voir, on a eu les indices américains clôturés dans le rouge. À noter encore une fois que avant les minutes de la fête, c'était dans le vert. Le DXY plus 0,44%, le T-Note à 2,94. Ce matin, notre Yen Index progresse de 0,32. Le Gold recule légèrement. Forcément, hein, si on a un dollar qui est haussier, on a le Gold qui est sous pression. Nikkei, Hang Seng qui recule. Donc on a plutôt de la version risque pour ce matin à cause des minutes de la Fed. Donc voilà, plutôt un avis négatif, correctif sur les marchés européens ce matin. Alors, excusez-moi. Hop. Et au niveau du calendrier économique, donc nous aurons l'enquête IFO allemande qui sera publiée à 10h. 10h30, le PIB
du Royaume-Uni qui sera extrêmement important parce que je vous rappelle actuellement ce qui empêche la BOE de procéder par exemple à 3 hausses des taux, c'est la croissance. Si par exemple on avait une croissance moyenne comme une croissance à 2,5%, ce qui est ni plus ni moins que la moyenne du Royaume-Uni sur les 7 dernières années peut-être, 7 ou 10 dernières années. Donc si on avait un PIB annuel de 2,5%, on aurait des hausses des taux beaucoup plus rapides de la part de la BOE. Parce qu'il faut calmer cette inflation. Mais voilà, augmenter les taux, ça fait pression sur la croissance. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est prudente cette banque d'Angleterre, même si Mark Carney a quand même indiqué que les hausses des taux pourraient être plus graduelles, plus rapides que prévu. Et sinon, nous aurons le leading index des US. Alors, leading index, en clair, c'est un regroupement de plusieurs indicateurs de confiance, de consommation, d'investissement. Bref, c'est un indicateur un peu global. Et vous voyez qu'il est attendu en hausse de 0,1 point, donc à 0,7%. Et enfin, les stocks de pétrole brut à 17 heures. Donc voilà, ce sera une journée plutôt complète. Hein. Retour de la volatilité depuis hier soir. Et donc voilà. On passe sur le marché. Regardez un petit peu notre indice dollar. Ce n'est pas le DXY, c'est indice dollar. Donc c'est une variante. Hein. Ça permet de faire une analyse. Vous voyez qu'on a une divergence haussière. Donc je ne passe pas haussier, même si le RSI est à 52. Hier, il n'a pas clôturé au-dessus de 50, me semble-t-il. Alors, laissez-moi vérifier cela. Et même s'il avait clôturé au-dessus de 50, de toute façon, vous voyez que le momentum, la cassure est pas très franche. Donc, clôture. Oui, voilà. Donc, 52, 23. Bon. Personnellement, j'attendrai avant de passer vraiment acheteur sur le dollar. Pourquoi? Eh bien, parce que si on regarde le DXY, bien, le DXY teste 90. Et pour le moment, c'est un doji. Ce n'est pas seulement 90, c'est également la moyenne mobile à 50 périodes. Donc, voilà. Personnellement, je serais prudent. Si on a une clôture journalière au-dessus de ces deux résistances, dans ce cas, ce sera un signal haussier, direction le haut de ce canal. Maintenant, personnellement, je préfère chercher à vendre le dollar plutôt qu'à l'acheter. Donc, j'attends des signaux baissiers pour me mettre dans le sens de la tendance. Parce que pour moi, la tendance, elle est baissière. Maintenant, si le cours clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 200 périodes, 200 jours, ce qui pourrait être le cas si grâce à cette divergence, grâce à cette oblique, à cette oblique haussière, peut-être que le cours pourrait en profiter pour rebondir et entrer dans un bull market, c'est possible. Maintenant, pour le moment, pour dire qu'on est dans un bull market, il faudrait que le DXY dépasse cette moyenne mobile à 200 jours. Or, le DXY, il est encore loin. Donc pour le moment, je préfère chercher des points de résistance, attendre des signaux baissiers pour entrer à la vente. Par exemple, si le DXY revient, on va dire en haut de son canal, et que le RSI est suracheté, ça sera une opportunité de vente. Voilà. Donc pour le moment, 90, je pense qu'il n'a rien à faire en intraday. On est sous résistance, donc il y a plutôt un risque correctif. Maintenant, on a quand même le rebond. Donc si on vend maintenant, en intraday, on est en contre-tendance. On est en contre-tendance et vous voyez que c'est un double bottom. S'il y a une cassure sur la ligne de coup, on valide un double bottom. Et l'objectif, eh bien, on prend cette hauteur, puis la ligne. Donc, alors, j'ai cette aimantation qui me gêne. C'est pas grave, de toute façon, la hauteur est la même. Hop, et donc, ouais, donc ça serait un objectif vers les 91, 50, 92, à peu près. Si on reporte cette hauteur-là, c'est 91, 80, au pips près. Voilà, donc c'est un signal haussier clairement jusqu'en haut du canal si on a une validation de cette ligne, une clôture journalière au-dessus de cette ligne de coup, ce qui validerait le double bottom. Voilà donc pour le DXY. Donc en intraday, je resterai de côté. Je pense que le CAD est encore intéressant, même si on a ce repli à cause des minutes de la Fed d'hier. Pour moi, il reste intéressant.
ce CAD yen. Le yen est suracheté, faut pas l'oublier. Si on regarde le l'indice yen, vous voyez que bon, il rebondit ce matin, mais c'est que depuis ce matin qu'il rebondit. Hein, vous voyez. Donc prudence. Et peut-être qu'il va faire une divergence finalement. Peut-être que le RSI certes il rebondit, mais il va rester sous ses sommets, son sommet de la semaine dernière, alors que le prix peut peut-être continuer à marquer des niveaux plus hauts, ce qui serait alors une divergence et donc une opportunité meilleure de vente. Donc voilà, personnellement je reste neutre. Et regardez ici, vous voyez, certes le RSI avait atteint 80, mais vous voyez que on avait le yen qui avait rebondi. Donc voilà, c'est pas parce que le cours arrive en surachat, c'est pas parce que pardon le momentum arrive en surachat que le cours va baisser immédiatement. Mais statistiquement, c'est la fin des tendances. C'est en général la fin des tendances quand le momentum arrive dans des zones d'excès. J'ai bien généralement, parce qu'il y a toujours des exceptions, il y a toujours des faux signaux, comme on l'a vu hier soir dans le webinaire éducatif. Donc j'ai une question sur le GBP Yen. GBP Yen. Donc voilà, c'est pareil. Hein. Faut comprendre que le yen ce matin, eh bien, il rebondit, ce yen, donc il fait pression sur l'ensemble des devises. Vous voyez, il fait même pression sur le dollar. Le yen qui est baissier. Maintenant, encore une fois, moi je reste aussi sur le GBP Yen. Techniquement, on est sur un niveau de prix assez intéressant quand même. On est sur un niveau de prix assez intéressant. Tant qu'on n'a pas la clôture en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, personnellement, je ne m'inquiète pas plus que cela. Alors bonjour à vous François, bonjour à ceux qui viennent nous rejoindre. Alors je sais revoir le webinaire d'hier. Euh, alors je vais essayer de le publier sur YouTube. Maintenant le webinaire éducatif d'hier, euh, eh bien disons qu'il y a eu un problème technique, il y a eu une coupure au début, donc je vais voir si l'enregistrement a continué. De toute façon, je l'ai dit à la fin du webinaire éducatif, j'aurai l'occasion de refaire ce webinaire, hein, comment éviter les fausses cassures, les faux signaux, euh, lors de mon prochain webinaire éducatif. Voilà, donc s'il n'y est pas sur YouTube, c'est tout simplement parce que la qualité n'était pas au rendez-vous François, et il le sera d'ici 2 semaines, lors du prochain enregistrement. Cadienne toujours 87 pour cette semaine. Alors Michel, non pas pour cette semaine, mais c'est un objectif de moyen terme. Oui, 87, je reste haussier. Quand on regarde simplement le yen encore une fois, qui est suracheté, le CAD qui est survendu, eh bien moi je me dis que le CAD yen, ça me semble une très bonne paire. Ça me semble une très bonne paire. Et vous voyez, si on superpose un petit peu, ouais, ce CAD, donc c'était la dernière fois qu'il avait été survendu, c'était donc le début mars 2017. On va regarder ce qui s'est passé début mars 2017, sans regarder le yen. Hein. Donc début mars, bon, on a eu un flat. Finalement, à mon avis, c'est le yen qui avait progressé. Regardons. Mars 2017. Mars. Oui, voilà, vous voyez, mars 2017, on a eu un rebond du yen. Donc c'est ça qui avait fait pression sur le CAD. Mais en l'occurrence, donc c'est un mauvais exemple que j'ai pris pour le CAD index, pour début mars 2017. Mais en l'occurrence, là, on a le yen suracheté, le CAD survendu. Donc, en termes de timing, voilà, disons qu'on est à la fin d'une tendance baissière sur le CAD yen. On n'est peut-être pas au plus bas, au point bas, mais on est à la fin d'une tendance baissière. Ou alors, ça veut dire que le cours va rentrer dans une phase d'excès trop importante et on aura un rebond eh bien conséquent par la suite, à l'image de ce qu'on avait ici. Vous voyez que le RSI avait atteint une zone d'excès, pourtant le prix avait continué à chuter, donc c'était perdant pour les stratégies acheteuses, mais par la suite, le cours avait rebondi vous voyez, rebondi de 10% en l'espace de 12 jours, donc 2 semaines. Donc voilà. Statistiquement, je dirais qu'un CAD yen qui arrive survendu, il y a plus de chances qu'il rebondisse plutôt qu'il continue à baisser. Maintenant, faut pas oublier qu'il y a toujours un risque baissier. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours un stop. Il faut toujours une gestion de risque. Et donc,
j'ai une question pour le stop. Question pour le stop, et bien on le met en dessous du précédent plus bas, tout simplement. Donc on peut le mettre en dessous du précédent plus bas. Bon, on le voit que ce matin le cours le teste. C'est pour ça qu'il faut avoir une petite marge. Il faut avoir une petite marge, donc voilà. Après c'est à vous de voir. Là, vous voyez qu'il y a une petite résistance à court terme. Donc pourquoi pas mettre, vous voyez, un stop sous cette résistance. Voilà, il y a plein de possibilités, hein. Il y a des multitudes de possibilités. Mais en tout cas, le CAD-yen, ce qui est sûr, c'est que je suis bullish. Direction les 87. Alors, ça ne sera pas atteint cette semaine, hein, mais c'est vraiment un objectif de swing trading moyen terme. Donc le stop, moi, je le mettrai à peu près en dessous des 84, par exemple. Ça peut être une possibilité. Alors, un point sur l'USD Yen de la part de Eliane. Très bien. Alors, l'USD Yen, vous pouvez voir que techniquement, il est revenu à 108, sous lequel il échoue. Pourquoi il échoue ce matin? Encore une fois, c'est parce que le yen rebondit. On a de l'aversion au risque. Donc forcément, le yen, on peut voir, il fait pression face à l'euro, face au dollar, face à la UD, face au NZD, face au CAD, face au GBP. Bref, le yen, c'est la devise forte ce matin. Donc c'est normal qu'il fasse pression sur le USD yen. Maintenant, encore une fois, au vu du yen index, ma perspective est plutôt baissière sur celui-ci à moyen terme. En intraday, bon, il semble qu'il y a de l'aversion pour risque, donc si je devais me positionner qu'en intraday, je privilégierais l'achat du yen et donc la vente du dollar yen, mais seulement en intraday. Voilà, donc l'USD yen, moi le fort support que je constate c'est à 105,31. Donc voilà, c'est le prochain support majeur. Statistiquement, les corrections sont de l'ordre de 38, d'un tiers à 50% de la précédente tendance. Donc en l'occurrence, vous voyez, 38%, c'est 108,54. Donc je pense pas que ce rebond soit finalement terminé. Donc si la question de se positionner à la vente actuellement pour viser 105, est-ce que c'est le moment de se positionner à la vente pour du swing trading? Personnellement, je ne pense pas. Le DXY, certes, il est sur résistance, mais il reste quand même sur un niveau très important avec un momentum quand même très important. Vous voyez qu'on a une divergence haussière. Donc, que ça soit sur le DXY ou sur notre dollar, notre indice dollar maison, on a une divergence haussière, pardon. Donc, voilà. Même s'il est sous résistance, disons qu'il ne faut pas négliger le potentiel haussier du dollar à court terme. C'est pour cela que je préfère le CAD yen en ce moment, parce qu'il n'y a pas d'effet dollar dessus CAD yen. C'est pas une paire majeure. Donc, voilà. Pour cela que, en ce moment, CAD yen me semble plus intéressant. D'ailleurs, l'euro dollar, vous voyez qu'il est sur le point de valider son double top. À l'inverse du DXY, forcément, l'euro fait un double test de cette résistance en cas de clôture en dessous de la ligne de coup, qui peut être soit cette oblique ou cette horizontale à 1,2230. Si on clôture en dessous de 1,2230, validation du double top, signal baissier jusqu'à 1,20. D'ailleurs, je pense que ce sera le cas avec les élections italiennes. Ça colle assez bien. En plus, on regarde le spread. Si on regarde le spread spread 10 ans allemand moins 10 ans US. Alors normalement, c'est 10 ans US moins 10 ans allemand inversé. Mais bon, c'est pour que ce soit plus cohérent sur le graphique. Alors, voilà. Donc, c'est quand même. Et voilà. Vous voyez que, historiquement, on a une corrélation négative. Alors oui, vous me direz que la corrélation ne fonctionne plus depuis un certain temps. Mais c'est normal, c'était pour des problèmes, disons qu'on avait un marché obligataire qui se tendait, donc la corrélation ne fonctionnait plus. Maintenant, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est plus vraiment le marché obligataire qui se tend de manière générale, mais c'est surtout celui US qui vraiment est sous tension. Alors certes, les autres, oui, on a des rendements qui continuent à augmenter, mais
beaucoup plus lentement que les US. Et donc forcément, ça augmente le spread. Parce que là, il est inversé ce spread, donc s'il diminue cette courbe noire, c'est-à-dire qu'il augmente en réel. Donc ce spread qui continue à s'étendre, et normalement, ça fait pression sur l'euro-dollar. Voilà, donc spread qui augmente, euro-dollar sous pression. Donc moi, je vois bien revenir à un 20 pour être honnête avec vous, mais techniquement, ça pourrait être justifié en cas de validation de clôture journalière en dessous de la ligne de coût. Dans ce cas, on aura le double top validé. Alors, nous pouvons continuer également sur le CAD CHF. Voyons un petit peu le CAD CHF, comment il se situe. CAD CHF qui travaille également ce support. CAD-Yen, CAD CHF, ça se ressemble assez quand même. Regardez les deux divergences. Dernière fois, il y avait une divergence. On a eu une belle hausse. Je ne dis pas encore une fois que on a fait le point bas. La divergence peut continuer à se creuser. Hein. Concrètement, le momentum peut continuer à augmenter et le prix continue à baisser. Vous voyez, c'est pas parce que le momentum, vous voyez ici, le momentum était plus haut, le prix était plus bas. C'est la définition même d'une divergence. Donc là, on a une divergence prix-momentum. En théorie, le momentum guide le prix. Donc il faut suivre toujours l'analyse du momentum. Et donc voilà, ça suggère, qu'à moyen terme, on a le CAD-Yen qui revienne au moins jusqu'à 0,77. Maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que le momentum peut continuer, la divergence peut continuer à se creuser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec les prix actuels, on a potentiellement une bonne configuration. On a une bonne configuration avec un bon ratio risque-rendement. Maintenant, je me dis que si le stop, même si on le met quand même assez proche, bon, on va pas le coller, mais si on le met assez proche, s'il est atteint, parce que le prix continue à diverger, eh bien, je pense que le risque, 1, on aura voulu la peine, et de 2, ça nous permettra de rentrer à un meilleur prix. Et le CAD-Yen 4 CHF, honnêtement, moi je ne lâcherai pas ces stratégies haussières tant qu'on n'a pas le rebond. Alors ça peut paraître stupide comme réponse, mais quand je vois encore une fois le yen qui est suracheté, le CAD survendu au même moment, et donc le CAD yen, pareil, suracheté, survendu, honnêtement, c'est la probabilité qu'il y ait un rebond d'ici les prochaines semaines est extrêmement importante selon moi. Donc voilà, même si le stop, disons, est atteint, encore une fois, vu la configuration technique, je suis persuadé, alors je pense qu'il y a de fortes chances, que le cours vienne chercher 87. Maintenant, peut-être que le prix va continuer à se dégrader jusqu'à, vous voyez, 84 pour rebondir. C'est possible. Faut garder cette possibilité en tête. Maintenant, il faut se dire que si on rentre maintenant ou qu'on est rentré un peu avant, eh bien, de toute façon, le scénario en valait la peine en termes de ratio risque-rendement. Et si on se fait sortir, eh bien, ce sera le moment de se repositionner dans le bon sens à tendance. Parce que l'analyse technique, elle reste toujours bonne. C'est peut-être simplement un problème de timing. L'œil de yen, le CHF yen me demande François. Alors pareil, encore une fois, le yen fait pression. L'œil de yen revient sur cette oblique, vous voyez, haussière en place depuis mi-2016, accompagné encore une fois d'une divergence. En fait, ce qu'on voit sur les paires en yen, c'est simplement un yen survendu. Et donc, dès qu'on a un yen index survendu, on a généralement des divergences qui se créent, qu'elles soient le yen index ou des XY, peu importe. Voilà, donc là, UDN, pareil, divergence de momentum. Donc, vous pouvez voir que sur quasiment toutes les paires en yen, on a des divergences en défaveur du yen. Donc, voilà, les stratégies acheteuses du yen, s'il y en a, devront être de court terme, dorénavant. Ou alors, pour du très long terme. Mais entre les deux, je préfère honnêtement miser sur une vente du yen. Et donc là, UDN, techniquement, il est intéressant, parce qu'il est sur cette oblique, donc on a une probabilité de rebond quand même assez importante, d'autant plus qu'encore une fois, je le répète, mais on a un yen index suracheté. Donc voilà, AUD c'est intéressant. Maintenant, en termes de possibilités, quitte à vendre le yen, je préfère le faire face au CAD, qui est survendu, ou
ou voilà, face au GBP, qui me semble beaucoup plus intéressant, ou encore l'euro. J'ai regardé l'euro yen. Alors, on a une cassure oui journalière en dessous de ce canal. Maintenant, attention, attendons la règle des 2-3 chandeliers pour ceux qui ont suivi le webinaire d'hier. C'est-à-dire qu'on peut avoir des sorties et ensuite une réintégration assez rapidement. Donc, voilà, prudence. Ce signal ne doit pas être, selon moi, interprété comme un signal baissier. Ou du moins, pas encore. Et donc, le CHF-Yen, CHF-Yen, c'est une consolidation, hein, concrètement. Maintenant, à long terme, alors, personnellement, je la trouve pas très intéressante, ce CHF-Yen. Alors, tac tac, cassure de l'oblique, pareil. Vous voyez que finalement, on retrouve des obliques qui sont testés ou cassés, hein, sur les paires en yen également. Donc CHF-Yen, il n'y a pas vraiment. Alors, je vois pas ce que je peux dire vraiment. Moi, j'ai du mal à voir ce dont je peux vous renseigner. Qui dit cassure d'oblique dit souvent des double top, triple top, enfin des figures de retournement. Donc, faut chercher la figure chartiste de retournement. Donc là, il y a peut-être, vous voyez, une épaule, tête, épaule qui va se faire. Sinon, un double top, mais dans ce cas-là, ça, on peut pas considérer ça comme un double top, hein. C'est trop brouillon pour ça un double top. Donc peut-être qu'on aura une épaule, tête-épaule qui va se former. En tout cas, sachez que quand on a une cassure d'une oblique, que ce soit haussière ou baissière, faut chercher la figure chartiste de retournement. Un biseau ascendant, peut-être non, pas de biseau ascendant. Non, à mon avis, ça va être une épaule, tête-épaule qui va se former. Donc voilà. CHF-Yen, aucun avis, hein. Concrètement, j'ai aucune stratégie à vous proposer sur le CHF-Yen. Alors, bonjour Catherine, j'arrive tout juste, et bien écoutez, pas de souci. On peut voir le DAX comme à votre habitude, et bien oui, bien évidemment. On va voir le DAX pour vous, ma chère Catherine. Donc, on passe sur les indices boursiers. Si vous avez des questions sur des paires majeures, le Forex, j'y reviendrai à la fin du webinaire. Alors, le DAX, votre fameux DAX, Catherine. Vous voyez, risque correctif toujours présent tant que le DAX se présente sous les 12 005. Le CAC sous les 5 003. L'Eurostoxx sous les 3 430. Donc tant qu'on a ces trois seuils qui sont des résistances, on a des potentiels haussiers très limités sur chaque indice européen. Donc voilà, les 12 005 se vendent en clair sur du court terme. Maintenant, on a une petite hausse, une timide hausse depuis l'ouverture des marchés européens. Le cours qui est à 12 383. Des points pivots, encore une fois, je pense que ça fera déjà assez bien l'affaire. Maintenant, donc, tac tac. Alors déjà, je vais tracer une autre oblique. Non, je me suis trompé. Donc, 12 401, c'est un niveau de prix de clôture mensuel. Donc moi, j'ai le futur. Donc c'est un peu différent que le cash. Que au comptant, pardon. Donc, voilà, on a en 4 heures. Déjà, on a une résistance à 12 005, une résistance à 12 004. En 4 heures, est-ce qu'on a une figure? On n'a pas de figure de retournement. Vous voyez qu'on a un pseudo support sur ce niveau de prix à 12 332. Ça peut être un support intraday. Ça peut être un support intraday. Maintenant, faire attention parce que l'euro, s'il revient à 1,20 et qu'on a un brut et un Brent qui sont haussiers, on aura de fortes chances que le CAC et le DAX dépassent ces résistances. Donc voilà, stratégie vendeuse. Personnellement, je préfère les suggérer vraiment avec des pincettes à court terme, en tout cas en intraday, pourquoi pas.
Si par exemple le CAC revient à 5003, ce serait une opportunité de vente. Tant qu'on n'a pas une clôture journalière au-dessus des 5003, le CAC est à vendre, tout simplement. Et le DAX c'est pareil. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus des 12005, le DAX est à vendre. Vous voyez ici. Donc, est-ce qu'on a eu la clôture journalière à ce moment-là? Bon, on peut pas compter cette clôture comme une clôture journalière. Surtout que moi j'ai le contrat futur. Donc encore une fois, on a la cotation. Et donc la clôture de ce journalier c'est fait hors période, hors de l'ouverture de la bourse. Donc elle ne compte pas réellement. Et vous voyez donc à chaque fois quand 12005 points est testé, eh bien on a des signaux baissiers plutôt assez intéressants. Vous voyez, donc plutôt les exploiter. Tant qu'on n'a pas une clôture journalière réelle, vraiment au-dessus de 12500, je pense que le mieux c'est que si on a un test de cette résistance, c'est de le shorter. DAX joue le canal 12330, 12500, exactement Loïc. C'est exactement ce qui arrive, ce qui est en train d'avoir lieu. Donc le DAX, vous voyez, c'est 12330, 12500. Si on se met en une heure, vous voyez. Voilà, donc statistiquement, je dirais que on est en range trading. Range trading, c'est préférable de payer le bas du range et de vendre le haut. Statistiquement, c'est préférable. Voilà, il y a plus de probabilité que le cours reste inscrit dans dans ce range plutôt qu'il y ait une cassure, à part s'il y a une hausse des volumes. Et vous savez que vous pouvez avoir accès au volume. Hop, voilà. Et si on se met en journalier, parce que les volumes en une heure, ça n'a pas grand intérêt. Les volumes en journalier, vous voyez que ici la cassure, finalement, on n'avait pas réellement une vraie cassure, hein, parce que les volumes étaient comparables à ceux précédents. Pour valider une cassure, faut des volumes qui soient en hausse. Et là, on peut voir qu'ils sont en baisse. Si on a une breakout avec une hausse, ça sera le signal, le vrai breakout. Voilà donc Catherine pour le DAX. Alors j'ai une question sur GPN, j'y reviendrai à la fin du webinaire, hein, Catherine. GPN, étant donné qu'on l'a fait. On va passer à Wall Street. On le fait pas tous les jours Wall Street parce que bon, honnêtement, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est quasiment toujours la même chose. Voilà, Wall Street, retour à la moyenne mobile à 100 jours, qui devrait faire office de support, surtout les 2668, qui pourrait être une opportunité d'achat. Donc là, on n'a plus la divergence, on peut la supprimer cette divergence. Voilà. Maintenant, il y a deux théories. Soit on est dans une vague de retracement, vous voyez, une vague de correction. Dans ce cas-là, on fait A, B, C, C qui est 100% de A au minimum, et donc on a un objectif baissier jusqu'à 2004. Soit on est dans cette configuration-là, on pense qu'on est dans une phase corrective. Ou alors, on est juste dans une phase de respiration, ce qui est pas tellement la même chose. Phase de respiration, c'est beaucoup plus court en termes de retracement et de durée. Et, et donc, dans ce cas-là, il faudra s'attendre à un retour à 2668 ou 2600 pour entrer long. Mais déjà 2668 me semble assez intéressant, étant donné que c'est non seulement ce support, mais également la moyenne mobile à 100 jours. Maintenant, est-ce qu'il faut payer ce niveau-là sur du long terme? Pas sur du long terme, parce qu'encore une fois, même si on a des fondamentaux très bons aux États-Unis, vous savez que si on regarde sur du mensuel, on va le regarder juste après, mais on est dans des excès, malgré cette respiration. Donc déjà, personnellement, les stratégies acheteuses qui peuvent être mises en place à 2168 ou 2600, c'est pour viser les précédents sommets, ce qui fait quand même plus 6%. Vous voyez. Et donc si on se met sur du mensuel, par exemple, sur du long terme, vous voyez qu'on est quand même s'il y a une respiration, on est quand même dans une phase d'excès. Que ce soit en mensuel ou en hebdo, il me semble-t-il. Non, pas en hebdo, pardon. Mais en mensuel, on a quand même, c'est pas le moment de rentrer à l'achat sur du long terme. Il faut au moins attendre un retour à 50. Vous pouvez voir ici,
le plus bas c'était à 50. L'idéal, alors je ne dirais pas l'idéal parce que si le RSI mensuel revient en dessous de 30, ça veut dire que qu'on était dans une crise. Voilà, il y a de fortes chances qu'on était dans une crise. Donc bon, en tout cas c'est le point bas d'une crise, généralement. Vous voyez, statistiquement, comme le momentum mensuel arrive en survente, alors c'est pas forcément le point bas, mais on arrive en fin de tendance. Alors, pouvez-vous faire apparaître les pourcentages acheteurs et vendeurs sur DAX chez IG type SSI? Alors, très bonne question. Alors, on a le sentiment, hein, on a l'indicateur sentiment maintenant qui peut pas être affiché sur, pour le moment, sur la plateforme. Euh, alors, pourcentage d'acheteurs, vendeurs. Alors, alors déjà, on a un indicateur Bull and Bear. Ça, c'est pas un indicateur sentiment, mais c'est, de toute façon, vous pouvez lire la description pour être, ça sera beaucoup plus précis que mon explication. Mais donc, c'est Force Index. Donc ça mesure la force des acheteurs et des vendeurs. Si le prix de clôture est plus haut que celui du jour précédent, la force sera positive. Euh, et ça c'est quand même assez utilisé, ce Bull and Bear, par l'analyse des indices. Parce que dès qu'on a en fait un spread qui est assez important, on a généralement un rebond qui va avoir lieu. Bon, maintenant non, ce n'est pas le positionnement en pourcentage des acheteurs-vendeurs, mais il est disponible. Vous voyez, vous allez sur des fixes, S&P, 39% de long, 61% de short. Et si vous voulez un historique plus important, vous cliquez dessus et vous avez, vous voyez, le sentiment. Voilà. Mais il n'est pas disponible sous forme d'indicateur. Je vois exactement ce que vous voulez dire, mais il n'est pas encore disponible sous forme d'indicateur. François qui me demande les cryptos. Alors, on va passer aux cryptos et ensuite aux matières premières. Alors non, pardon, les matières premières, parce qu'on avait déjà posé une question sur les matières premières au début du webinaire. Excusez-moi François. L'or. Donc l'or en baisse, oui. Dollar en hausse, donc l'or en baisse. On a ce double top, pareil, comme le dollar, double bottom sur, pardon, le, le DXY. Alors il y a deux possibilités pour la ligne de coup. Soit on prend cette oblique haussière, ou soit il y en a qui vont prendre ce support. Vous voyez. Donc il y a deux écoles. Maintenant, en tout cas, il n'y en a pas une qui est plus bonne que l'autre, hein, parce que celle-là, c'est aussi une ligne de coup. Hein. Voilà. Donc il y a deux possibilités. Mais en tout cas, si on a une clôture journalière sous cette oblique, ça sera techniquement un signal baissier. Donc on va l'ajuster. Et vous voyez, si on a la cassure, signal baissier jusqu'à 1280. Et à l'inverse, si on a, par exemple, la hauteur donc A avec cette ligne de coup, qu'on reporte à la baisse, pareil, c'est un peu plus bas que 1280. Donc en tout cas, le signal dans tous les cas sera baissier. Il sera baissier, euh, jusqu'à au moins 1300. Avant 1280, honnêtement, ce sera 1300 qu'il faudra viser. Voilà donc pour l'or, oui il est baissier. Maintenant il faut garder un œil sur DXY. Si DXY reprend sa baisse, l'or rebondira. Donc ça sera très important de vraiment la corrélation à court terme est extrêmement importante entre l'or et DXY. On le sait que sur du long terme il y a plus de 90%, mais il me semble sur les 20 dernières périodes, sur les 20 derniers chandeliers, c'est 99% de corrélation. C'est-à-dire que l'or, sa seule influence actuellement, c'est le dollar. Et uniquement le dollar. Alors, je ne sais pas si j'ai un indicateur de corrélation ici. Force retire. Cours de la valeur, cours de l'indice. Alors ça, j'ai l'impression que force relative. Ah, j'avais pas qu'on pouvait faire une force relative. Intéressant. Alors,
voyons, on va mettre avec le CAC juste pour un exemple. Ah, d'accord, on peut faire des forces relatives sur Pro Alta, donc ça c'est bon à savoir. Moi qui pensais qu'on pouvait le faire qu'uniquement avec TradingView pour le moment, bien c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, j'ai pas d'indicateur de corrélation, il faudrait que je le télécharge. Honnêtement, j'ai pas téléchargé les indicateurs, donc je vais le faire sur TradingView. Et donc, voilà, on se dort devant nous, on va faire une corrélation. Alors ça, indicateur, corrélation, et là on va mettre le DXY. DXY, 20 périodes, 93%, 94, donc 94% de corrélation négative. Ce qui est extrêmement important. Donc concrètement, ça veut dire que hausse du dollar, baisse de l'or. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui vient affecter, quasiment rien d'autre qui vient affecter le cours de l'or, mis à part le dollar. Donc voilà, faut garder concrètement, ne vous dites pas que si vous tradez le dollar ou si vous tradez l'or, vous êtes diversifié par rapport à vos positions en dollars. Pas du tout, comme on peut le voir ici. Donc l'or, encore une fois, timing très délicat, parce que même si on a la cassure de ce double top, DXY, il teste une résistance. Donc en fait, pour vraiment valider ce double top, il faudrait que DXY casse cette résistance. Dans ce cas-là, oui, on aura un potentiel de hausse encore sur DXY et donc de baisse sur le dollar. Mais tant que le DXY n'a pas dépassé, n'a pas clôturé une journée au-dessus des 90, le double top pour moi ne peut pas vraiment être validé. Techniquement oui, mais le trader ça serait trop risqué. Et donc pour Brut, le Brent, il n'y a pas grand chose. Vous voyez, le marché attend les stocks de pétrole, donc voilà, le marché réagira en fonction des stocks. Et donc pour les crypto-monnaies, Bitcoin, il cède sous cette oblique, donc voilà, c'est le signal baissier, hein. C'est concrètement, c'est l'étoile du soir, vous voyez, étoile de minuit, pardon. Donc voilà, c'est plutôt un signal baissier. Maintenant, on a quand même les 10 000 pour vraiment anticiper un pullback plus important, par exemple jusqu'à 7000, 7500, 7600, la moyenne mobile en fait, la moyenne mobile à 200 jours. Pour avoir cette moyenne mobile comme objectif, il faudrait que le cours clôture en dessous de 10 000. Dans ce cas-là, ça serait possible. Tant qu'il clôture pas en dessous de 10 000, ça me semble assez risqué encore une fois. Vous voyez que on est un peu dans une figure de compression entre ce seuil psychologique et cette oblique. Et également la moyenne mobile à 100 jours. Donc voilà, prudence, j'ai envie de dire, sur le gold. Maintenant, l'Ethereum, c'est pareil. Vous voyez que c'est un peu la même configuration. Il cède sous cette oblique. Donc là, on a plutôt une perspective baissière sur le court terme sur le marché des cryptos. Alors, j'ai pas d'objectif baissier, parce que je trouve que c'est beaucoup plus risqué d'avoir des objectifs baissiers que haussiers. Peu importe la vie, hein, je parle techniquement. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Tant qu'on reste au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, la tendance est haussière. Voilà. Donc pour moi, ça me semble plus, ça me semble préférable d'attendre des replis importants pour payer. Et plus que les replis, c'est le momentum. Regardez, encore une fois, le momentum, dès qu'il avait atteint sa zone de survente, le lendemain, on avait le point bas. Pareil ici. Ce moment-là, on y était presque, on avait le point bas. Donc voilà, si le RSI par exemple revient à 30, ça sera l'opportunité d'achat du Bitcoin. Attention, enquête IFO en Allemagne à 10h d'après le logique, exactement. Et donc voilà, à GBP-Yen, donc voilà, je reviens sur le GBP-Yen, Catherine. Donc GBP-Yen, concrètement, ce qu'il faut comprendre, plus que le GBP-Yen, c'est que toutes les paires en Yen sont sous pression, étant donné que le Yen rebondit ce matin, suite au minute de la Fed, qui a créé plutôt une aversion pour le risque. Donc, que ce soit le GBP-Yen, la UD-Yen, si vous regardez toutes les paires en Yen, sont sous pression. Maintenant, est-ce que ça remet en doute notre stratégie baissière vendeuse du Yen pour du court moyen terme? Non. Donc c'est pas parce qu'on a un rebond intraday ou même qui va durer 2 jours que ça va m'inquiéter, pas du tout. Encore une fois, si on regarde le yen index,
Tac, on est sur l'yen index. Les 3 dernières fois où le RSI avait atteint sa zone de surachat, était dans sa zone d'excès, on était en fin de tendance haussière. Alors on n'avait peut-être pas fait le point haut sur le prix, mais on était en fin de tendance. Donc voilà, j'ai envie de dire, la probabilité de baisse me semble beaucoup plus élevée, en tout cas techniquement est beaucoup plus élevée qu'une poursuite de la tendance. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. J'espère que ça aurait été clair. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc je rappelle hein, pour mon webinaire éducatif d'hier, ceux qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, tant mieux, parce qu'il y a eu un petit problème technique au début. Je ne sais pas si l'enregistrement a bien fonctionné. Je vais vérifier tout ça aujourd'hui. Si c'est le cas, je publie le replay sur YouTube. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je le referai dans 2 semaines. Donc voilà. Merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous tout à l'heure avec Yoav Nizar pour ses points de marché. Et pour moi, eh bien, rendez-vous demain pour mon dernier point de marché de la semaine. Encore une fois, bonne journée et à demain.